Très bien, voici la version normalisée de l'histoire, adaptée à la narration vocale et à l'affichage à l'écran en respectant scrupuleusement vos exigences. J'ai 24 ans, je suis une femme et je suis dans une situation délicate avec ma famille. Je crois faire ce qu'il faut, mais tout le monde semble me prendre pour une criminelle. J'habite avec mes parents et ma grand-mère. Nous travaillons tous à temps plein, à l'exception de ma grand-mère qui est retraitée. Je paie un loyer pour contribuer aux charges et aider mes parents avec les mensualités de leur prêt immobilier. Je paie également la facture internet, les abonnements de streaming et les factures de téléphone. Ma sœur cadette, Oli, âgée de 22 ans, est revenue vivre chez nous il y a environ 4 semaines. Elle est tombée enceinte à 16 ans et a déménagé chez les parents de son petit ami à 17 ans. Ils se sont mariés dès qu'ils ont eu 18 ans tous les deux et ont maintenant 4 enfants. En été, ils ont quitté la maison de ses parents pour une location. Ils ont fini par se disputer beaucoup à cause de désaccords sur la manière dont les tâches ménagères devaient être réparties et pour diverses autres questions liées à la maison. Ils ont fini par se séparer et leur divorce est en cours. Oli est revenu ici et son ex est retourné chez ses parents avec les enfants. Elle les voit pendant quelques heures le week-end et semble bien s'accommoder de cet arrangement aux grandes dames de mes parents. Je n'ai aucun problème avec le fait que Oli soit ici et je sais qu'elle avait besoin d'un endroit où vivre et du soutien de sa famille. Mon problème est qu'elle passe tout ce temps à se morfondre dans la maison, à défiler sur TikTok toute la journée et à sortir avec des amis. Elle ne range pas après elle et ne participe à aucune tâche ménagère. Elle n'a jamais eu d'emploi, étant été une mère au foyer auprès des enfants. Elle dit toujours qu'elle en cherchera un, mais elle n'a même pas commencé à chercher un emploi, malgré le fait que mon frère et moi ayons rédigé un curriculum vitae pour elle. Mes parents paient toutes ses dépenses. Une de mes amies est responsable dans un café, et elle m'a dit qu'ils embauchaient du personnel, et que Oli pourrait y trouver un emploi si elle était disposée à apprendre à devenir barista. Je lui ai parlé de ça, et elle m'a tout de suite repoussé en disant qu'elle ne voulait pas travailler dans un café parce que c'était embarrassant, et qu'elle ne voulait pas travailler tôt le matin. Cela s'est transformé en une dispute parce que je ne comprenais pas pourquoi Oli refuserait une telle opportunité et que j'avais l'impression qu'elle était juste paresseuse ou difficile. Je lui ai dit de me taire et déclaré que c'était sa vie. Mes parents se sont mêlés et m'ont dit qu'il n'y avait pas encore assez de temps depuis la séparation et que je ne devais pas m'attendre à ce qu'elle soit heureuse et normale. Ils ont dit qu'elle avait besoin de temps et que mes attentes étaient trop élevées. Je pense qu'ils sont trop indulgents avec elle et qu'elle doit arrêter de se comporter comme une adolescente. Suis-je une mauvaise personne ? Suis-je un enfoiré pour me garer au qu'il y ait une place libre dans mon lotissement, même après que ma voisine m'ait confronté? J'ai emménagé il y a environ 3 mois et tout allait très bien jusqu'à la semaine dernière. C'est une petite communauté de maisons de ville qui dispose d'un parking au centre, entouré des 4 immeubles de maisons de ville spacieux, avec une entrée et une sortie sur une seule route et un côté qui ne fait pas face aux habitations. En déménageant, j'ai spécifiquement posé des questions sur le stationnement car mon foyer comptait 3 voitures. On nous a dit qu'il y avait bien plus de places de stationnement que de maisons de ville, aucune limite quant au nombre de voitures et aucune place assignée. Depuis que nous avons emménagé, nous avons tourné les places de stationnement ou qu'une place soit libre, parfois une juste devant notre porte, parfois tout au bout du terrain, parfois dans l'une des places latérales derrière les autres bâtiments du complexe. Avec la façon dont le parking est aménagé, il n'y a pas de situation où chaque unité dispose d'une place directement devant sa porte. Il y a plusieurs unités qui n'ont pas de place devant parce qu'elles sont au coin. Juste la semaine dernière, l'une des voisines est arrivée en klaxonnant longuement après la tombée d'une nuit et lorsque je me suis penché à la fenêtre, elle a commencé à me crier dessus parce que je me garais dans les places à l'arrière de mon unité. J'ai gardé le ton de ma voix normale et je lui ai expliqué qu'il n'y avait pas de stationnement assigné et que je me gare où qu'une place soit libre, même au fond parfois. Et elle a continué à crier. J'ai compris qu'elle était fâchée parce que la voiture de ma femme était garée à côté de la mienne, car nous gagnions toutes les places de choix et nous y restions tout le temps. J'avoue que les voitures ne s'étaient pas déplacées pendant le week-end parce que une est mon camion de travail, mais comme je l'ai dit, nous nous garons constamment partout où il y a de l'espace libre. J'ai refermé ma porte et je n'ai pas bougé de voiture pour elle. J'ai laissé cet échange de côté après avoir parlé à d'autres voisins et avoir entendu dire qu'elle essayait constamment de diriger les voisins vers d'autres places de stationnement, même avant que je n'emménage. Mais une autre rencontre a eu lieu aujourd'hui. Cette fois, c'était d'autres voisins du bâtiment perpendiculaire le plus éloigné. Je me suis garé sur cette rangée parce qu'il n'y avait pas de place devant mon bâtiment, comme cela s'était déjà produit de nombreuses fois. Un couple que je n'avais jamais vu auparavant est venu frapper à ma porte, m'a dit que je me garais sur la place qui était allouée sur leur bail et a confirmé qu'il s'agissait bien de ma voiture en mentionnant la marque et le modèle.
Je lui ai expliqué qu'on m'avait dit qu'il n'y avait pas de place de stationnement assignée lorsque j'ai emménagé, et le couple a mentionné la confrontation que j'avais eue avec leur voisine, j'étais confus parce qu'il y avait plusieurs unités entre nous, sur le stationnement. J'ai bougé ma voiture pour eux parce qu'ils étaient en fait calmes et semi-courtois, mais je suis agacé. Je suppose que je veux juste l'avis des gens à l'extérieur si je suis un enfoiré ou si la première voisine l'est. Est-ce que j'ai tort de garer 2 voitures devant mon unité? Est-ce que j'ai tort de me garer derrière l'unité de quelqu'un d'autre? Ou ai-je autrement besoin de me garer? N'hésitez pas à poser des questions ci-dessous, j'ai vraiment paraphrasé. En résumé, suis-je un enfoiré pour me garer dans n'importe quelle place libre dans mon lotissement, sans stationnement assigné, que ce soit 2 voitures côte à côte près de mon unité ou près de l'unité de quelqu'un d'autre? Lorsque j'avais 18 ans, j'ai pris des cours de langue des signes américaine au lycée, mais jusqu'à récemment, je n'avais jamais lié d'amitié avec une personne sourde. Cette année, en commençant l'université, il y avait un individu sourd-muet dans ma classe qui utilisait un interprète pendant les cours. Bien que tout le monde le traitait gentiment, personne ne faisait vraiment d'efforts pour le comprendre, le laissant sans amis proches. Je ne critique pas leur comportement. Si je n'avais pas appris la langue des signes auparavant, je n'aurais peut-être pas fait l'effort non plus. Après avoir révélé ma connaissance de la langue des signes et avoir entamé une conversation signée avec lui, nous sommes naturellement devenus proches. Depuis septembre, notre pratique quotidienne de la langue des signes a considérablement amélioré mes compétences. Il y a environ une semaine, mon ami sourd a suggéré que je reprenne des cours formels de langue des signes américaine. À quoi j'ai répondu en plaisantant « C'est pour cela que tu es là !» Je voulais que ce commentaire soit une blague et j'ai ri immédiatement après l'avoir fait. Cependant, peut-être en raison d'une erreur de communication de ma part lors de la signature, il a mal compris et s'est senti offensé. J'ai rapidement présenté mes excuses, expliquant le caractère badin de mon propos. Il a reconnu la situation et a même présenté ses excuses pour s'être énervé en premier lieu. Malgré une certaine réserve pendant quelques jours, il m'a finalement pardonné et notre amitié est revenue à la normale. Cependant, aujourd'hui, un ami commun est venu me voir, notant la récente distance entre mon ami sourd et moi, et m'a demandé si tout allait bien. J'ai avoué le petit désaccord, mais l'ai assuré que cela avait été résolu et que nous étions désormais en bons termes. Pour des raisons qui m'échappent, notre ami commun n'a pas pu laisser tomber le sujet. Au début, il faisait des remarques sarcastiques comme « il y a une part de vérité dans chaque blague » que je balayais avec un rire. Puis, étonnamment, il a déclaré « je savais que tu ne fréquenterais pas quelqu'un comme lui sans raison ». Confus et déconcerté, je lui ai demandé ce qu'il voulait dire, lui disant que son affirmation était incroyablement impolie. Il a riposté en insistant sur sa véracité. En réponse, je l'ai accusé de bigoterie, d'être un connard et d'abléisme, ce qui semblait l'avoir touché. Il a riposté en affirmant mon hypocrisie et en alléguant que j'exploitais une personne handicapée pour mon profit personnel. Ainsi, je pose la question. Suis-je le connard dans cette situation? Dans un récit captivant de dynamique familiale et de décisions douteuses, un jeune homme se retrouve en désaccord avec son frère aîné au sujet d'une automobile. L'histoire commence environ 11 mois auparavant, lorsque le frère aîné, la vingtaine, entame une relation amoureuse avec une femme. Après une course rapide de seulement 5 mois, le couple décide de passer à l'étape suivante et de se fiancer. Dès le début, le frère cadet a un pressentiment dérangeant concernant la fiancée de son frère. Voulant lui donner le bénéfice du doute, il tente de rester neutre. Cependant, au fil du temps, une série d'événements de plus en plus inquiétants se déroule. La tension atteint son paroxysme lorsque le frère aîné annonce son intention de vendre sa voiture relativement neuve et assez coûteuse. La voiture en question a été achetée avec l'aide financière de leurs parents, qui lui ont prêté environ 14 000 $ pour acquérir la BMW tant convoitée. Au départ, le frère nie toute influence extérieure, mais il devient rapidement évident que sa fiancée est la force motrice derrière cette décision. Déconcerté par ce soudain revirement, le frère cadet remet en question la logique de vendre une voiture pour des problèmes mineurs et réparables, tels qu'un pneu crevé ou un rétroviseur desserré. Ajoutant à la perplexité le fait que la fiancée ne possède pas de voiture ni de permis de conduire valide, ce qui la rend incapable de conduire le véhicule en question. Compliquant davantage les choses, le frère aîné avoue n'avoir acheté la BMW que pour impressionner sa petite amie de l'époque, malgré son manque d'intérêt pour la marque et le modèle. La frustration monte lorsque les parents, en particulier le père, expriment leur désapprobation mais respectent finalement l'autonomie de leur fils adulte dans cette affaire. Le conflit atteint son apogée lorsque le frère aîné et le père décident unilatéralement que le premier conduira l'ancienne voiture du frère cadet jusqu'à ce qu'une nouvelle soit achetée. Furieux de ce mépris flagrant de sa propriété et inquiet des habitudes de conduite imprudente de son frère, le cadet les confronte
Il soutient avec passion que le comportement erratique et la manipulation de la fiancée ne devraient pas leur donner le droit de prendre des décisions concernant son véhicule sans son consentement. Au lendemain de la confrontation, les tensions restent vives au sein de la famille. Le frère aîné accuse son cadet d'être insensible et incapable de comprendre l'amour, tandis que les parents insistent sur le fait que la situation n'est pas aussi grave qu'elle en a l'air. Alors que la poussière retombe, le frère cadet se demande si sa réaction était justifiée ou s'il a surréagi à la situation à laquelle il est confronté. Bonjour, je suis enceinte de mon premier enfant et j'ai tendance à m'enflammer avec les hypothèses. J'essaie de freiner ce comportement car nous sommes suffisamment stressés sans que mes « et si » irrationnels viennent s'ajouter au tableau. Une préoccupation qui me hante est de laisser notre bébé sur le siège arrière de la voiture. Je suis peut-être plus anxieuse à ce sujet à cause de l'histoire de la fille d'une collègue qui a failli mourir après avoir été oubliée dans la voiture par une chaleur estivale il y a quelques années. L'une des premières choses que j'ai demandé à mon mari a été de vérifier le siège arrière à chaque fois qu'il sort de la voiture, juste pour en faire une habitude. Il a compris pourquoi je le demandais et a accepté immédiatement. Il y a un mois, nous cherchions un mobile que nous avions ramené de chez ma mère. Nous avons mis les enfants à quatre pattes pendant des jours pour le retrouver et nous avons pensé que nous l'avions laissé là par inadvertance. En utilisant la voiture de mon mari, j'ai trouvé le mobile, non pas caché ni dissimulé, mais bien à l'endroit où nous l'avions laissé sur le siège central. Je lui en ai parlé, mais il n'a pas semblé alarmé. Il a ri en disant que c'était dû à mes angoisses de grossesse. Je lui ai dit qu'il était resté sur le siège arrière tout ce temps et qu'il ne l'avait pas remarqué. Il a déclaré que ce n'était que de la décoration et qu'il ne l'avait pas perçu comme important, même si nous le cherchions depuis des jours. Je lui ai rappelé à quel point il était important qu'il vérifie le siège arrière à chaque fois qu'il sort de la voiture, mais ce sentiment lancinant qu'il négligeait de regarder à l'arrière est resté là pendant encore une semaine avant que je ne décide de le tester. J'ai pris un post-it rose vif, j'y ai écrit un message lui demandant de m'envoyer un SMS lorsqu'il le verrait, et je l'ai collé sur le siège arrière bien en évidence, dans son champ de vision. Après une autre semaine sans SMS ni signe de reconnaissance, je lui ai demandé s'il vérifiait réellement le siège arrière tous les jours. Il a promis qu'il le faisait, alors je lui ai demandé pourquoi il n'avait jamais répondu à mon message. Sa réponse : « Quel message ?» J'ai paniqué. J'ai crié à quel point il était important de vérifier le siège arrière à chaque fois que nous sommes dans la voiture. Surtout que nous avons tous les deux un TDAH et que pour nous, si quelque chose est hors de vue, c'est hors de portée. Il a dit que j'étais folle et irrationnelle et que je lui tendais des pièges pour qu'il échoue. La situation a dégénéré en dispute. Il a admis qu'il ne vérifiait pas le siège arrière tous les jours comme je lui avais demandé et que l'idée d'oublier un bébé dans la voiture était ridicule et qu'il ne pourrait jamais nous arriver une telle chose. J'ai évoqué le fait qu'à chaque été, il y a des reportages sur la télévision sur des bébés qui meurent parce que leurs parents les ont laissés dans une voiture chaude. Il a qualifié ses parents d'irresponsables et affirmé qu'il ne pourrait jamais nous arriver cela. Je lui ai demandé s'il pensait que la mère de ma collègue était l'un de ses parents irresponsables. Il n'a pas répondu et a demandé de reporter la discussion jusqu'à ce que nous ayons le temps de nous calmer. J'ai accepté, mais nous n'avons toujours pas repris la conversation. Puisque lors de nos conversations sur le bébé, il me demande si je pense que c'est une autre façon dont il va accidentellement tuer le bébé. Mon mari n'est pas une personne passive-agressive et je réalise combien il est blessé par tout cela. J'aimerais essayer de lui expliquer calmement ce que je ressens et à quel point j'estime que c'est important. Mais avec son comportement récent, je commence à me demander s'il a raison et si je suis la mauvaise personne ici. Moi, une personne non-binaire de 21 ans, je vis avec ma mère et mon beau-père. Ma chambre est en désordre, principalement parce que je manque d'un rangement adéquat pour mes livres et mes affaires. Je laisse aussi la porte ouverte à mon chat, Boris, car sa nourriture, son eau et sa litière se trouvent dans ma chambre. Le problème survient lors des visites de ma belle-sœur avec sa fille, Ali, qui a en réalité presque 2 ans au moment de la publication. Ali adore Boris, mais lui est clairement mal à l'aise face à ses approches bruyantes et enthousiastes et s'enfuit toujours. Comme il se réfugie dans ma chambre, elle le suit. Ali touche à tout, attrapant des bibelots, s'emparant de mes peluches, dont beaucoup sont chères, en édition limitée ou profondément sentimentale, et risque d'endommager mon ordinateur portable ou mes manuels scolaires. Je m'inquiète qu'elle ne casse quelque chose ou qu'elle ne s'étouffe. Je n'ai à maintes reprises dit à ma famille que je ne voulais pas qu'Ali entre dans ma chambre. Ma mère me prend de court en me disant que je devrais simplement ranger ma chambre, ce qui est difficile sans un rangement approprié. Il y a aussi de l'hypocrisie. Elle m'interdit de laisser Ali s'approcher des couvertures de Boris à cause des poils de chat, mais ne s'oppose pas à ce qu'elle roule sur mon lit recouvert d'un pelage doux. Un jour, j'ai fermé la porte pour créer un espace sûr pour Boris et protéger mes affaires.
Ali a pleuré parce qu'elle ne pouvait pas aller vers le chat, et ma mère a fait comme si j'étais cruel. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase a été un incident à table. Ali teste constamment les limites en posant ses pieds sur la table. Je lui ai calmement dit que si elle recommençait, je la déplacerais. Elle l'a fait, alors j'ai agi en conséquence, en reculant sa chaise haute pour que ses pieds ne puissent pas atteindre la table. Elle a pleuré. Plus tard, ma mère a critiqué mon attitude, en me disant que j'aurais dû au moins sourire pour que ça paraisse plus gentil. Je ne suis pas d'accord. Je crois que la discipline doit être calme et cohérente et ne pas être transformée dans un jeu. Maintenant, on me dépeint comme le méchant pour avoir établi des limites. Je ne déteste pas Ali. Je veux juste protéger mon chat et mes possessions. Suis-je un mauvais type d'avoir essayé d'établir une limite ? Je devrais probablement préciser que ma chambre est en désordre dans le sens où mes affaires sont en désordre sur mon bureau et mes tables de chevet. Le sol est surtout propre car je l'aspire pour essayer de ne pas accumuler de litière que Boris répand, et les draps sont changés toutes les 2 semaines. J'ai 21 ans et je suis encore au lycée. Oui, j'ai été retenu et j'ai changé de cours à plusieurs reprises. C'est ma dernière année de lycée. Il est également courant que de jeunes adultes légalement majeurs soient encore en train de suivre des cours ou de terminer leurs études au lycée. Après avoir été payé de mon stage, je vais me renseigner sur les étagères et les moyens de ranger correctement mes affaires. Ali vit également avec un lapin et un gros chien, bien que le lapin soit à peine sorti de sa cage et que le chien lui aussi soit fortement surveillé lorsqu'il est avec Ali, car c'est une race de chien potentiellement dangereuse.